Tout le monde, alors nous voici aujourd'hui donc pour la suite des 3 premières vidéos. Alors aujourd'hui nous allons donc vous proposer qui est l'évaluation. Donc Joël va vous faire une présentation de l'évaluation et de l'entraînement. Tout d'abord, bonjour Joël. Oui, bonjour Guylaine. Ça va bien? Et toi, ça va bien? Est-ce que tu as la forme aujourd'hui? Pas mal, pas mal. Ça va? T'es chaud patate? C'est bon. Chaud patate, super. Alors, juste pour un petit rappel, alors pour les gens qui en prennent le train, maintenant, aujourd'hui, donc un petit rappel, nous avons vu la vidéo 1, donc nous avons vu qu'est-ce qu'était le neurofeedback. Nous avons parlé de l'historique, n'est-ce pas? Alors, la vidéo 2, alors nous avons présenté la différence entre le neurofeedback et le biofeedback. Alors, donc, Joël nous a fait une belle présentation entre ces deux approches qui sont évidemment très complémentaires et on oserait dire presque indispensables. Indissociable. Indissociable, c'est plus approprié, absolument. Et bien évidemment, la troisième, nous avons abordé à qui s'adresse le neurofeedback, donc au niveau des professionnels de la santé, de l'éducation et de l'accompagnement, aussi les nombreuses applications. Bien entendu, nous n'avons pas couvert tout le tableau, on n'a pas tout présenté les applications, mais évidemment, si vous avez des questions, mais rendu à cette étape, vous savez, vous avez le mail que je vais vous placer là juste en dessous de cette vidéo pour nous écrire et bien sûr vous pouvez profiter juste en dessous de la vidéo pour nous poser vos questions et ça nous fera un grand plaisir de pouvoir vous répondre. Joël, est-ce que tu voudrais nous présenter un petit peu qu'est-ce qu'on va voir, donc ce qui s'en vient? Parce que, excuse-moi, avant de répondre, je vais quand même aviser les gens qui nous écoutent, c'est que Joël va vous faire une courte introduction de ce qu'on va voir et bien sûr, nous allons nous transférer l'autre côté parce que Joël va vous partager son écran pour que vous puissiez voir vraiment, ok, que ça soit plus agréable pour vous que Joël puisse vous partager tout ce contenu. Donc, explique-nous Joël, qu'est-ce qu'on va voir dans quelques minutes? Eh bien, nous voilà rendus au cœur de l'affaire. Finalement, c'est surtout cela qui est important. C'est pour ça que tout à l'heure, ça sera intéressant et important de le voir sur le plan visuel, plus que de m'écouter parler. Le cœur de l'affaire, c'est l'évaluation neurofeedback et une séance d'entraînement neurofeedback. Alors, nous allons commencer, bien sûr, par parler de l'évaluation, parce qu'on ne peut pas commencer un entraînement neurofeedback sans qu'il y ait déjà une évaluation. Cette évaluation, comme vous le savez, elle est basée sur l'EEG et on la nomme même l'EEG quantitatif. Alors bien sûr, je vais vous définir tous ces mots pour que vous puissiez bien comprendre exactement qu'est-ce que c'est qu'un électroencéphalogramme quantitatif, quelle est sa différence justement avec l'électroencéphalogramme tout simplement, et également pourquoi cet électroencéphalogramme quantitatif va nous permettre de pouvoir justement réaliser une cartographie cérébrale qui est indispensable pour pouvoir choisir précisément un protocole d'entraînement qui va permettre de pouvoir mesurer d'une part la situation de départ, pour savoir là où on doit travailler dans le cerveau, et aussi le suivi qui va pouvoir suivre, qui va pouvoir s'en suivre après, de la progression de cet entraînement. Très bien. Alors écoute, moi je suis emballée tout de suite de pouvoir aller tout de suite voir ce qui se passe. Alors les amis, donc on fait seulement qu'une petite transition et on vous partage l'écran de Joël. Et bien sûr, on va vous revenir pour pouvoir vous dire autre chose suite à cette présentation. Et on se dit à très vite. À tout de suite. Et bien voilà, me voici de nouveau avec vous, justement pour pouvoir vous parler de l'électroencéphalogramme quantitatif. Alors effectivement, quand on débute un programme de neurofeedback, et donc avant de faire une première séance en neurofeedback, eh bien on va procéder à une évaluation. Cette évaluation, elle va consister bien sûr à demander les objectifs de l'entraînement à la personne qui vient s'entraîner, de façon à pouvoir après mettre en corrélation ces objectifs avec ce que nous allons trouver au niveau du cerveau. Et c'est
grâce à cette mise en corrélation, que l'on pourra à ce moment-là prendre une décision sur le protocole à mettre en place pour pouvoir entraîner de la meilleure façon ce cerveau avec surtout l'aide du sujet qui lui-même donc va faire l'entraînement. Alors, on parle d'électroencéphalogramme quantitatif. Oui, vous le savez, l'électroencéphalographie, c'est un vieil examen. C'est un examen qui existe depuis 120 ans. C'est notre ami Hans Berger, un Allemand, qui a eu cette idée géniale de cette invention de l'électroencéphalogramme. Bien entendu, nous, en neurofeedback, l'électroencéphalogramme n'est pas un acte médical. C'est pas pour faire un diagnostic ou prescrire des médicaments. C'est dans le but de mettre en place un protocole d'entraînement. Donc, en règle générale, lorsque nous entraînons un sujet en neurofeedback, dans un programme de neurofeedback, il a un cerveau tout à fait normal. Donc, nous allons mesurer cette activité cérébrale et bien qu'il ait un cerveau qui ne présente pas de lésion, qui est tout à fait normal, ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir justement comparer son activité cérébrale à d'autres cerveaux qui, eux, fonctionnent de façon très bien régulée, que ce soit dans tous les endroits où nous allons recueillir l'information, que dans toutes les différentes fréquences auxquelles travaille le cerveau. Et bien entendu, on va pouvoir comparer à ce moment-là l'activité cérébrale du cerveau que nous allons entraîner, du sujet que nous allons entraîner, avec donc une base de données, ce qu'on appelle une base de données quantitative. C'est pour ça que nous l'appelons l'électroencéphalogramme quantitatif. D'ailleurs, comme nous allons procéder à l'évaluation, voilà, vous voyez par exemple ici une évaluation qu'on appelle à 19 sites, parce qu'on va recueillir l'activité cérébrale sur 19 sites. Il s'agit d'écouter, comme on peut écouter un cœur avec un stéthoscope, eh bien, il s'agit tout simplement d'écouter à 19 endroits différents du cerveau en mettant des capteurs sur la surface du scalp, et c'est ce qui va nous permettre justement de prélever cette activité. Alors que là, comme vous le voyez, on a un appareil donc qui va recevoir cette activité cérébrale, en fait cette activité sous forme donc, de signaux, et une fois que cette activité va être recueillie, l'appareil va donc, qui est aussi un encodeur, va nous permettre après de transformer ce signal en tracé, et c'est ce qui va nous permettre de reconnaître les ondes cérébrales dont nous allons parler dans quelques instants. Voilà par exemple justement ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que on peut donc voir sur cette diapositive les 19 sites qui sont en train justement d'être analysés et surtout représentés sous la forme d'un tracé, et vous voyez que chaque ligne qu'il y a donc sur ce cadran, chaque ligne représente l'activité à chaque site, et donc on va pouvoir détecter les différentes ondes et donc à différentes fréquences du cerveau. D'une façon plus schématique, voici à quel endroit on pose donc ces capteurs sur la surface du scalp. Comme vous le voyez, on va pouvoir recueillir cette activité qui va correspondre aux grandes zones cérébrales. D'ailleurs, tous ces capteurs sont en regard, si on veut, de ce qu'on appelle les aires de Brodmann. En fait, c'est une cartographie ici cérébrale qui représente les grandes fonctions du cerveau par rapport à des régions architecturales du cerveau. Cette carte date du début du XXe siècle, donc aujourd'hui, bien sûr, on sait que tout cela, grâce à nos connaissances en neurosciences, tout cela s'est affiné, mais cette carte-là reste quand même, a toujours toute sa valeur, puisque on voit bien que les grandes fonctions du cerveau sont
comme vous le voyez ici, déjà bien identifiés. Hein. Ainsi, là on voit bien par exemple que tout ce qui est en arrière du cerveau, c'est en fait là où rentrent les informations dans le cerveau, et tout ce qui va après ce traitement de l'information va se faire de l'arrière vers l'avant. Et vous voyez là où c'est jaune, tout particulièrement en avant du cerveau, c'est ce qu'on appelle le lobe frontal, qui est si important justement comme le grand décisionnaire de nos actions. Voilà, donc tout cela pour vous rappeler très succinctement là où on a posé ces capteurs pour écouter l'activité cérébrale. Et bien entendu, aujourd'hui, on n'en est plus à la connaissance uniquement de ces aires de Brodmann, qui datent donc du début du XXe siècle. On en est beaucoup plus à la connaissance de ce qu'on appelle les réseaux neuronaux, ce qu'on appelle sur le plan scientifique le connectome, c'est-à-dire tous ces réseaux qui s'interconnectent entre eux et dont on commence à percer une partie de leur fonctionnement. Et bien sûr, même si, on va le voir tout à l'heure, on va entraîner une personne avec une ou deux électrodes, il ne reste pas moins que ces zones que nous allons entraîner vont en profondeur communiquer avec des réseaux neuronaux très importants justement pour l'entraînement de l'ensemble du cerveau. Alors quand on parle d'EEG quantitatif, donc d'électroencéphalogramme quantitatif, bien sûr on compare ça avec une base de données. Pour la petite histoire, il y a quelques bases de données dans le monde, mais c'est surtout les Américains qui depuis 20 ans ont travaillé pour collectionner en fait des cerveaux dits normaux, c'est-à-dire qui ont été évalués, on va dire, sous toutes les coutures, de façon à pouvoir en sélectionner un certain nombre. Dans les bases de données, il y a celle que nous utilisons, qui est d'ailleurs la plus renommée. Il y a plus de 700 cerveaux qui sont considérés comme des cerveaux qui sont régulés de façon harmonieuse. Et la base de données permet de pouvoir comparer en sexe et en âge la multitude de personnes qui viennent pour un entraînement en neurofeedback. Et bien donc, ce qui est intéressant, c'est que ça nous donne une lecture très intuitive de ce qu'on va pouvoir repérer dans le cerveau. Par exemple, là vous voyez, on a donc un écart-type standard, et vous voyez que la couleur verte, c'est donc la couleur dite normale, c'est-à-dire que tout ce qui va être en vert va correspondre en écart-type d'une population à une activité qui est bien régulée. Par contre, si on s'éloigne de cette norme, eh bien, l'activité va être ou en excès ou en carence, puisqu'on est en plus ou on est en moins. Lorsqu'on va donc se retrouver en plus, comme vous le voyez ici, à droite par exemple, eh bien, la couleur va devenir jaune, orange, jusqu'au rouge. Et quand on arrive à la couleur rouge, eh bien, ça veut dire qu'on est à plus de 3 ou 3,5 écart-type par rapport à la norme. De la même façon, quand on va de l'autre côté, c'est-à-dire quand on est en carence, et donc on n'est plus à ce moment-là en excès, mais on est en moins, eh bien, on va aller de la couleur bleu ciel jusqu'à la couleur bleu foncé, c'est-à-dire d'être jusqu'à 3 et à 3,50 écart-type en moins. Il faut savoir que l'on ait des excès ou qu'on ait des carences, donc qu'on soit en plus ou en moins, c'est quand même un signe que le cerveau, à cet endroit-là, dans les fréquences qu'on a choisies, est mal régulé. Donc, forcément, on va chercher après à mettre en rapport les particularités, ce qui est dysfonctionnel chez la personne, en rapport justement avec ce que nous allons trouver par cette mesure. Alors, je vous ai tout à l'heure parlé des endroits où on écoutait le cerveau, et que ces endroits étaient bien spécifiques par rapport justement à notre mode d'évaluation, mais qu'ils correspondaient d'une façon sous-jacente, c'est-à-dire en profondeur, à des réseaux neuronaux très complexes. Ça veut dire que quand on prélève à une zone, eh bien, ce n'est pas une seule zone qu'on écoute du cerveau, mais des réseaux neuronaux qui font interagir plusieurs régions du cerveau en même temps. C'est donc des réseaux neuronaux. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que non seulement, donc, effectivement, on n'est pas
simplement à écouter un endroit, puisque d'abord on en écoute 19, donc ça nous donne accès à ces réseaux, mais qu'en plus de ça, on va surtout pouvoir écouter le cerveau à certaines fréquences. Notre cerveau, c'est vraiment comme un moteur de voiture. Il a un ralenti, il a une vitesse accélérée. Donc nous, on va l'écouter au ralenti. C'est pour ça que lors de l'évaluation, la personne va être assise d'une façon paisible, comme elle est habituellement. Et on va pouvoir enregistrer pendant quelques minutes son activité. C'est tout comme, finalement, nos vieux mécaniciens qui mettaient la voiture sur le pont du garage et qui écoutaient le ralenti et à l'oreille savaient tout à fait qu'est-ce qui pouvait ne pas bien fonctionner dans une partie du moteur. Eh bien nous, c'est exactement pareil. On va donc écouter le rythme de ce cerveau et il faut savoir qu'il y a des rythmes différents. Il y a des rythmes très très lents jusqu'à un rythme rapide. Et on va dire qu'il y en a une multitude de rythmes, mais ceux que nous allons étudier sont ceux que nous utilisons tous les jours. C'est-à-dire, par exemple, dans le sommeil, puisque effectivement nous passons de nombreuses heures à dormir dans une journée, du moins dans 24 heures, et également l'activité habituelle qu'on va prodiguer dans une journée. Par exemple, les rythmes très très lents, quand on est justement dans le sommeil profond, c'est ce qu'on appelle des rythmes delta, c'est un rythme qui va de 1 à 4 Hz. C'est très très lent. Et c'est un rythme très important puisque quand on dort, eh bien, il y a tout notre système qui est en homéostasie, nos battements du cœur, notre respiration, le sang qui bat dans les veines, tous ces rythmes très très lents, on va pouvoir donc les enregistrer dans leur production au niveau du cerveau. C'est donc des rythmes qui vont de 1 à 4 Hz. Bien sûr, notre cerveau peut aussi commencer à sortir un peu de ce sommeil profond. C'est quand on est effectivement dans un état qu'on appelle hypnagogique, une espèce de rêverie profonde. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle les ondes θ, qui vont de 4 à 7 Hz. Et comme un moteur de voiture, on a un bon embrayage, puisqu'on a des ondes qui nous permettent de passer justement de ce repos à l'action, ou de l'action au repos, c'est-à-dire d'être dans une période calme, mais la qualité de cette bande alpha, qui va de 8 à 13 Hz, va nous permettre justement de démontrer qu'on a un cerveau qui est capable de pouvoir réagir au quart de tour et pouvoir aussi se reposer très rapidement. Donc c'est un signe qualitatif d'un bon fonctionnement cérébral, cette bande de fréquence alpha. Et puis, bien sûr, comme là, en ce moment, puisque j'essaye de vous expliquer quelque chose de bien précis, eh bien, ce sont mes bonnes ondes dans lesquelles on est bien au travail, parce qu'on est focus sur ce que nous faisons. C'est ce qu'on appelle les ondes bon bêta. Elles sont de 13 à 18 Hz. Et enfin, bien, comme un moteur de voiture, on ne veut pas toujours être dans la zone rouge, parce qu'on sait à quel point à ce moment-là, on prend un risque. Eh bien, on ne peut pas non plus rester dans le haut bêta, c'est-à-dire entre 18 et 30 Hz, qui va signifier donc un rythme beaucoup trop rapide. Et on sait à quel point dans nos vies trépidantes d'aujourd'hui, justement, nos cerveaux sont souvent en haut bêta. Voilà, donc surtout ce qu'il faut donc retenir, c'est que d'une part, on analyse de façon localisée sur 19 sites. On peut aussi d'ailleurs très très communément faire une évaluation simplement à 10 sites. On n'est pas obligé de faire une évaluation à 19 sites pour pouvoir mesurer les fonctions du cerveau et avoir un accès à ce qu'il s'y passe de façon à pouvoir mettre un bon protocole d'entraînement en place. D'ailleurs, nous préconisons très souvent de commencer par faire ces évaluations à 10 sites avant de passer à des appareils qui peuvent être très très sophistiqués, par exemple à 19 sites. Bon, donc déjà c'est la localisation et bien sûr à quel rythme ça va se passer dans le cerveau. Donc c'est une fois qu'on va avoir recueilli cette activité, on voit sur cette photo enfin ce qu'on appelle une cartographie cérébrale. Alors comme vous le voyez, une cartographie cérébrale, c'est plein de couleurs. Alors il faut regarder ça comme un tableau avec des couleurs, tout simplement. La première chose qu'il faut voir, c'est là où il y a du rouge, là où il y a du bleu, là où il y a du vert. Vous vous souvenez que je vous ai dit que là où il y avait beaucoup de vert, c'était la norme, c'est-à-dire que si
à chaque fréquence, puisque là on voit que la première fréquence est en haut à gauche et que la dernière fréquence est en bas à droite, c'est-à-dire qu'on étudie le cerveau de 1 à 30 Hertz, quand on voit qu'effectivement, dans ces 30 petites têtes que vous voyez avec le nez en avant, les oreilles sur le côté, les petits points qui nous rappellent là où on a écouté l'information, si tout était bien régulé, tout serait vert. Eh bien, ce n'est pas le cas ici, puisqu'on se rend compte qu'on a deux têtes qui sont très très rouges, et puis, bien sûr que par un phénomène d'équilibre, on voit bien qu'il y a aussi beaucoup de têtes qui sont bleues. Et si on regarde maintenant plus précisément, non pas simplement la couleur, la localisation, mais les fréquences dans lesquelles on voit ces différences de couleurs, j'ai mis ici sur cette carte-là des petites barres vertes pour vous rappeler les changements de vitesse du cerveau. Eh bien, on s'aperçoit qu'effectivement, ce rouge qui est très très intense est placé dans ce qu'on appelle les ondes lentes. Vous voyez, entre 7 et 8 Hz, dans ce qu'on appelle les ondes θ, alpha. Et ce sont donc des ondes lentes. Et que par contre, il y a donc un déséquilibre puisque ces ondes-là sont très très en excès, alors que plus loin, dans les ondes plus rapides, eh bien, on n'a aucun excès. Au contraire, on s'aperçoit que la couleur est bleue. Oui, quand on a effectivement un grand excès dans les ondes θ, je vous rappelle que ça correspond justement à un état qui est presque somnolent, voire hypnagogique, eh bien, si je vous grossis ça, vous le voyez bien, puisque là on voit spécifiquement le 7 et le 8 Hz, eh bien ces ondes correspondent vraiment à une difficulté d'attention. Puisqu'on est toujours dans un état un peu endormi, eh bien on n'est pas présent. Donc c'est une absence de présence qui est tout à fait compatible avec des difficultés attentionnelles. Et vous le voyez d'ailleurs sur ces deux fréquences, on voit bien à quel point, que ça soit tout l'avant du cerveau, à 7 Hz, jusqu'à ce qu'on appelle le cortex sensorimoteur au milieu, et dans à 8 Hz, on voit bien à quel point ça va aussi, ça envahit tout le cerveau, puisqu'il n'y a plus du tout de vert, plus du tout de jaune, que tout est orange et rouge. Donc oui, on a vraiment un excès caractéristique qui va nous faire dire que oui, si la personne a des difficultés dans sa vie quotidienne avec ses capacités attentionnelles, sa capacité de focus, etc., eh bien, on peut améliorer déjà ses facultés, ses aptitudes cognitives. D'autant s'il s'agit de quelqu'un qui a un travail vraiment qui demande beaucoup de minutie, beaucoup justement de présence, eh bien ça va fortement à ce moment-là avoir des chances de l'améliorer. En fait, donc vous voyez, on ne peut pas faire un protocole sans cette évaluation. Et cette évaluation, bien sûr, n'est pas fortement complexe puisqu'on a justement l'aide de ces bases de données qui nous permettent de traduire la mesure de façon intuitive, aussi bien pour nous praticiens que pour l'expliquer à notre sujet qui va venir s'entraîner chez nous. Mais il faut savoir que justement le choix du protocole, ça réclame quand même un acte de réflexion. C'est bien pour ça que dans les formations en neurofeedback, il y a besoin d'une formation quand même rigoureuse et solide pour bien pouvoir mettre en tous les éléments en rapport pour pouvoir choisir un bon protocole. Oui, il faut bien sûr des connaissances techniques pour manipuler l'EEG, pour pouvoir recueillir ces informations, pour pouvoir les comparer à la base de données. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les données personnalisées avec le EEG du sujet qu'on va entraîner. Mais il faut également bien, comme je vous le disais tout à l'heure, mettre ça en rapport avec les éléments, des objectifs pour lesquels la personne va venir s'entraîner, et puis également pour les objectifs qui vont venir d'une discussion, de ce qu'on appelle la première rencontre avec la personne, qui va nous expliquer dans le menu détail tout ce qui peut justement être difficile dans sa vie et qui mériterait les bénéfices de cet entraînement. Et la plupart du temps, il faut aussi qu'on se base sur la recherche. Comme vous le savez, en EEG quantitatif, il y a eu beaucoup de recherches et il y a plusieurs milliers d'articles qui sont sur PubMed. Donc c'est
un domaine qui est très documenté. Sur l'EEG, n'en parlons pas, je crois qu'il y a plus de 150 000 articles, donc c'est énorme. Hein. Et donc, la recherche dans le domaine du neurofeedback et du biofeedback nous permet déjà de nous appuyer sur de nombreuses situations de recherche qui ont déjà donc testé des protocoles et qui vont nous permettre de nous rendre compte si le jeu personnalisé de la personne qu'on entraîne se rapproche justement de ces protocoles de recherche. Et enfin, bien sûr, plus le praticien va prendre de l'expérience dans ses lectures, ses interprétations, ses entraînements, dans ses programmes, plus il va pouvoir reconnaître assez facilement le profil justement d'entraînement qui va pouvoir permettre un bon protocole. Alors, ce qui est surtout très intéressant, une fois qu'on a mis ce protocole sur pied pour la première partie du programme, eh bien, c'est de se servir de cet outil comme d'un outil de suivi. Parce que, bien sûr, tout clinicien, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, de l'accompagnement, a besoin d'un outil de mesure pour connaître les répercussions de ses interventions. Or là, vraiment, on est gâté, puisque c'est un examen qui n'est pas invasif, on peut le répéter, il n'y a aucun problème. La base de données nous permet toujours d'avoir une mesure avec la même objectivité, et c'est facile, comme vous le voyez ici, par exemple, après 10 à 15 séances environ, c'est-à-dire une fois que le conditionnement opérant, nous verrons tout à l'heure dans une séance de neurofeedback se met bien en place, eh bien, on va pouvoir remesurer l'activité de ce cerveau et de voir s'il y a des progrès. Et là, vous voyez, c'est très très intéressant parce qu'on voit bien que, eh bien oui, dans le 8 Hz, on voit déjà apparaître un peu de vert qu'on ne voyait pas tout à l'heure. Ça a changé de couleur. Dans le 7 Hz aussi, le rouge est très nettement diminué. Souvenez-vous que c'est entre 2 et 3 écarts-types et plus qu'on a ce rouge foncé. Donc on voit bien qu'il y a une nette amélioration sur le plan de l'objectif de la mesure. Et bien sûr, on va demander à notre client si lui, dans sa vie, est-ce que il oublie un peu moins ses clés quand il sort de chez lui, est-ce que effectivement on lui fait moins rappeler qu'il a la tête ailleurs quand on lui demande quelque chose, etc., etc. Donc ces éléments subjectifs de la progression du programme va pouvoir être corrélé à cette amélioration de son suivi. Là, voici d'une façon plus globale, ça nous donne encore une plus nette impression en regardant avec cette vue plus globale de l'activité de son cerveau, où on a comparé la première cartographie avec la deuxième, et on voit que non seulement il y a moins de rouge, mais donc il y a une régulation qui s'est effectuée, puisque d'une façon générale, il y a beaucoup plus de vert, le bleu a fondu, si on peut dire, de la même façon que le rouge foncé aussi a fondu. Et d'ailleurs, quand on compare cette activité avec la base de données, on a bien sûr de nombreuses pages statistiques auxquelles nous avons accès grâce à cette mesure. Et vous voyez, là, c'est une autre présentation, mais qui permet, entre le premier EEG et le deuxième, de voir à chaque fréquence, de façon précise, qu'est-ce qui a diminué. Et on voit bien, par exemple, là ici, qu'entre le 7 et 8 Hz, si on regarde non pas l'ensemble des fréquences, mais chaque fréquence prise isolément, eh bien, le 7 et le 8 Hz sont nettement changés par rapport au premier protocole. Alors bien sûr, dans ce cas-là, on a une très nette amélioration de tout le cortège de difficultés que présentait la personne. Elle est enchantée, et nous surtout, on va donc pouvoir continuer à l'entraîner. Parce que ce qu'on vise, bien sûr, c'est une amélioration significative, et surtout après, de pouvoir arrêter l'entraînement pour avoir un effet durable. Voilà, donc effectivement, vous venez de voir qu'est-ce que peut nous apporter une évaluation par EEG quantitatif, donc par électroencéphalographie quantitative, et comment cette mesure démarque complètement la méthode de neurofeedback que nous proposons, puisque, comme le dit Guylaine, elle a dû bien sûr vous le rappeler, si ce n'est fait que, quand même,
le but, c'est quand même, quand on ne peut pas mesurer quelque chose, ben c'est au moins de rendre mesurable ce qui ne l'est pas, comme le disait Galilée. Et bien effectivement, là, ça nous permet de rendre mesurable une activité du cerveau dont on n'a absolument pas conscience, et ces bases de données sont vraiment d'un grand recours. Et il n'est guère possible de parler de faire du neurofeedback si on ne fait pas ce type d'évaluation qui permet non seulement de mesurer au départ, mais d'assurer un suivi et de pouvoir arrêter un programme lorsque justement la neuroplasticité s'est assez engagée, c'est-à-dire le processus de transformation dont dispose le cerveau lui-même, pour pouvoir garantir à la personne de pouvoir développer à partir de ce progrès significatif de nouvelles compétences. Me voici de retour donc pour vous parler de la séance d'entraînement cérébral en neurofeedback. Nous venons de voir l'évaluation par électroencéphalogramme quantitatif. Maintenant, nous allons voir ce qui est vraiment très important également, qui est en fait, qu'est-ce qu'une séance d'entraînement cérébral en neurofeedback? Comme vous le savez sans doute, il y a donc un système bien particulier qui est vraiment le génie de cette invention qui date quand même de plus de 40 ans, même 50 ans, qui est donc cette méthode d'entraînement en neurofeedback. De quoi s'agit-il exactement? Eh bien, comme vous le savez, on va écouter le cerveau une fois qu'on va avoir donc choisi un protocole. Cet entraînement va se faire à 1 ou 2 électrodes. C'est-à-dire qu'on va donc venir poser sur la surface du scalp de la personne chevelue, on va poser 1 ou 2 électrodes aux endroits qu'on a donc précisés par l'évaluation, et on va donc travailler sur certaines bandes de fréquences, comme on a vu, où effectivement il y a des excès, par exemple. Oui, les électrodes sont posées, comme vous le voyez dans ce schéma, et vont être reliées d'abord à un encodeur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour traduire cette activité sous forme de tracé, de façon à pouvoir organiser les ondes cérébrales. Et une fois que donc ces ondes cérébrales vont être représentées sur une forme de graphique sur un écran d'ordinateur. Et cet ordinateur va être relié à ce qu'on appelle le feedback, c'est-à-dire un système de retour d'information. Et ce retour d'information, il va pouvoir être, la plupart du temps, soit visuel, soit auditif. Visuel sous la forme d'une vidéo, auditif sous la forme d'une musique. Ainsi, donc, finalement, vous allez comprendre que c'est relativement simple. Si on écoute notre cerveau à un endroit qu'on a décidé, dans des bandes de fréquences que l'on a déjà réglées pour bien écouter à cet endroit-là, eh bien, on va pouvoir montrer à la personne cette activité que l'on veut soit améliorer, amplifier, soit que l'on veut dissuader, et de façon à pouvoir réguler ce cerveau. Il va suffire de prévenir la personne quand son activité cérébrale en temps réel est en train de faire l'activité souhaitée, eh bien on va le récompenser, et lorsque cette activité ne va pas se faire dans le sens souhaité, eh bien on ne va pas le récompenser. Alors, vous l'avez compris, la récompense, c'est d'écouter une belle musique ou de voir une belle vidéo. Et donc en temps réel, dès que le cerveau, l'activité cérébrale s'écarte de ce que l'on souhaite, eh bien, on supprime la présentation de la récompense, c'est-à-dire de la vidéo ou de la musique. Donc, comment ça se passe maintenant sur le plan pratico-pratique? Voilà déjà ce qu'on appelle un écran d'entraînement. D'ailleurs, il faut savoir que lorsque les apprenants viennent nous rencontrer et qu'ils viennent à nos formations, nous leur offrons d'ailleurs des écrans d'entraînement que nous utilisions dans notre exercice quotidien quand nous avions nos activités et qui nous ont permis d'entraîner des centaines et des centaines et des centaines de clients. Ces écrans, comme vous le voyez, permettent de voir beaucoup de renseignements en même temps. Alors bien sûr, je vais essayer de vous éclairer sur
certains de ces éléments pour bien que vous compreniez. Donc, comme je vous l'ai dit, en temps réel, la personne, donc, on écoute son cerveau aux endroits désirés, donc ce qui veut dire que quand la séance va débuter, eh bien, vous voyez que cette flèche en haut à gauche montre l'activité du cerveau, par exemple là, sous un capteur, là on entraîne avec un seul capteur, eh bien vous voyez se dérouler, on va le voir tout à l'heure, se dérouler ce qu'on appelle donc le tracé de l'activité cérébrale. Donc l'électroencéphalogramme que vous voyez ici se dérouler. En plus, je vous ai dit, lorsqu'on fait une évaluation, on se rend compte, vous avez encore cette image en tête, qu'il y a une zone très très rouge, par exemple, qui était entre 7 et 8 Hertz. Et bien là, vous voyez, pour baisser cette activité, dans ce cas précis, c'est une situation où il y aurait des excès entre 4 et 8 Hertz, donc juste un tout petit peu plus, des fréquences un peu plus basses que tout à l'heure. Eh bien, on va sélectionner la bande de fréquence sur laquelle on veut travailler. Là, vous voyez, avec cette deuxième flèche blanche, là, ici, où c'est marqué en rouge, inhibé 4 à 8, donc de 4 à 8 Hz. Ça veut dire inhibé, ça veut dire qu'on veut faire baisser cette activité. Et enfin, comme je vous l'ai dit que nous, ce qu'on cherchait, c'est l'autorégulation, donc la régulation cérébrale. Eh bien, si on inhibe, on veut renforcer ce qu'on appelle les bonnes ondes cérébrales. Et tout à l'heure, je vous ai expliqué que ces bonnes ondes cérébrales, elles étaient justement dans la bande bon bêta. Eh bien, ici, on va renforcer, c'est ce que vous voyez en vert, qui est de renforcer le 12 à 15 Hz. Donc, une fois qu'on a donc pré-réglé nos bandes à renforcer, nos bandes à inhiber, bien sûr tout cela en fonction de l'évaluation, eh bien, on va donc installer notre client, lui mettre l'électrode pour voir à l'endroit où on veut travailler. C'est évident que quand on a un excès en arrière de la tête ou en avant de la tête, on ne va pas travailler n'importe où, on va travailler justement au cœur de cet excès de façon à pouvoir baisser l'activité qui est en excès, et au même endroit, on va choisir des endroits où on peut aussi renforcer les bonnes ondes cérébrales. Donc une fois que ceci est prêt, on va installer une vidéo qui va donc permettre à la personne de pouvoir prêter son attention, parce que qu'est-ce que l'on veut finalement si on prend la personne dont je vous ai parlé tout à l'heure qui a des difficultés d'attention, eh bien, on veut entraîner son attention. Rien de plus facile dans ce cas-là de lui mettre une vidéo qui va lui donner l'occasion de rester focus, c'est-à-dire de cibler ce qui va se passer sur la vidéo. Là, il s'agit d'un manège, donc c'est quand même quelque chose d'agréable. Et on va demander à la personne d'être vraiment dans le manège et de suivre le manège pour compter les tours, par exemple, etc., pendant quelques minutes. En général, chaque session d'entraînement dure 3 minutes et pendant une séance totale, on fait une trentaine de minutes de retour, d'information, donc de feedback. Donc on va installer une vidéo et puis là je ne vous l'ai pas montré, mais en principe donc on va mettre un casque sur les oreilles de la personne de façon à ce qu'elle puisse aussi écouter de musique. De toute façon, dans quelques instants, je vais vous faire écouter à quoi ça, qu'est-ce que en fait ça donne quand on écoute une musique qui est entrecoupée dès que le cerveau ne fait pas la bonne affaire. Et puis sur le plan visuel, à gauche ici, vous voyez qu'il y a également 2 colonnes. Et ça, ces colonnes sont intéressantes puisque ce sont justement, c'est l'activité dans laquelle on va vouloir que le cerveau soit récompensé. Bien sûr, c'est quand la couleur est verte que le cerveau est récompensé, et c'est quand la couleur va être rouge que le cerveau va être, entre guillemets, puni, mais en fait non récompensé. Vous voyez que ici, les 2 colonnes sont vertes parce qu'en fait, dans les 2 cas, dans le cas à gauche, il s'agit de renforcer le 12 à 15 Hz, eh bien, on a mis un seuil qui correspond au seuil, ce qu'on appelle le seuil de base, c'est-à-dire le seuil qu'on a enregistré avant de faire le programme. Et si on veut renforcer ce 12 à 15 Hz, il faut que l'activité cérébrale soit toujours, enfin disons le
plus souvent possible pendant une séance au-dessus de cette barre orange que vous voyez ici. Alors qu'à l'inverse, dans le 4 à 8 Hz, où on veut inhiber, donc faire baisser l'activité, eh bien, l'activité va pouvoir baisser si on est dans la zone verte, c'est-à-dire en dessous de ce seuil que vous voyez en orange. Voilà, je vous ai déjà expliqué donc la plupart des éléments de cette situation de l'entraînement, mais vous voyez aussi, je vais donc vous le montrer sur une autre diapositive. Voilà les barres vertes dont je viens de vous parler, et en même temps, il y a en haut de chaque colonne verte un seuil. Vous voyez par exemple un pourcentage, excusez-moi. Et là, vous voyez par exemple qu'il y a un pourcentage à gauche qui est de presque 74%, à droite, sur la colonne de droite, de presque 75%, et on voit bien que d'une façon à droite, en haut de la diapositive, le succès total, c'est-à-dire le temps où les deux colonnes sont vertes pendant cette session de 3 minutes, eh bien ça représente 57% du temps. Donc nous pouvons mesurer d'une façon très précise le temps où le cerveau reçoit en fait son bon feedback et qui va permettre justement par répétition de solliciter l'activité cérébrale à se répéter de la bonne façon. Il est évident que en général, quand on a une récompense, notre cerveau aime ça, et donc nous aimons ça, bien entendu, mais cette récompense, dans les premières séances de neurofeedback, elle se fait sans qu'on s'en rende compte, puisque on n'est pas conscient de notre activité cérébrale. Et là, on va permettre cette prise de conscience d'ici quelques séances, parce que la personne va se rendre compte alors que lorsqu'elle est vraiment focus, lorsqu'elle est vraiment calme, eh bien, elle a plus souvent une réponse verte dans ses colonnes, un pourcentage élevé dans sa réussite, et c'est donc la preuve que son cerveau apprend à faire ce qui n'était pas conscientisé avant, mais apprend justement à rester dans la bonne activité. Et c'est ce changement, c'est-à-dire cet entraînement qui devient à ce moment-là conscient et volontaire, l'on peut donc entraîner et que le praticien va donc encourager, et là c'est tout l'art justement de l'accompagnement, de façon à pouvoir produire suffisamment de bonne activité cérébrale pour qu'elle puisse après, on le verra, se transférer dans la vie quotidienne et devenir permanente et durable. Alors maintenant je vais m'arrêter et nous allons dans un instant passer à une séance en live, bien sûr, de cet entraînement. Bon, bonjour les amis, nous revoilà maintenant dans le cœur de la séance d'entraînement, puisque nous allons maintenant voir vraiment en live comment ça se passe. Imaginons que j'ai mes électrodes sur la tête, que je suis devant mon écran, que le praticien est juste un peu à côté et en arrière de moi pour justement pouvoir me coacher. Donc, qu'est-ce qui va se passer exactement? Eh bien, voilà, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Je mets en route la séance de façon à ce que vous puissiez voir le manège qui va avancer, bien sûr. Les colonnes, vous voyez par exemple tout de suite dans l'image que là, les deux colonnes ne sont plus vertes, puisque mon cerveau est en train de me jouer des tours, puisqu'il est dans une activité qui n'est pas désirable. Et vous voyez, comme je le disais tout à l'heure, déjà l'électroencéphalogramme qui défile dans le haut à gauche de l'écran. Vous voyez également donc les succès au niveau de chaque colonne, et vous voyez le succès total en haut à droite. Et puis vous avez une petite pastille verte où c'est marqué musique, qui va montrer à chaque fois que la musique va justement fonctionner ou pas fonctionner. Et au-dessus, vous avez également deux autres petites pastilles qui risquent de s'allumer parce que ces pastilles correspondent aux activités non désirées, qui sont des activités musculaires. On appelle ça des artefacts, c'est-à-dire que quand il y a des contractions de nos muscles, donc des muscles de nos yeux, ou des muscles de la mâchoire, ou les muscles du cou, etc., eh bien, ça va nous le signifier avec ces petites lumières rouges qui vont s'allumer. Effectivement, quand on entraîne le cerveau, ce n'est pas le but à ce moment-là de faire un entraînement en biofeedback musculaire, donc on cherche à avoir le moins possible d'artefacts en entraînant le cerveau. Donc voilà comment ça commence.
Voilà, vous avez donc, vous venez d'assister à un début d'entraînement, de la première séance d'entraînement en neurofeedback. Comme vous l'avez sans doute remarqué, bien sûr, il faut rester attentif à la vidéo, mais ça n'empêche pas que du coin de l'œil, on a aussi l'attention qui est reliée à ce qui se passe sur les colonnes. Donc ça, c'est intéressant, puisqu'on a plusieurs façon d'être attentif. Notre attention peut être aussi partagée. Et bien là, et surtout parce qu'on a aussi une vision périphérique qui nous permet justement de jeter un coup d'œil sur ce qui se passe à côté. Et bien là, en temps réel, on voit bien qu'on est vraiment dans un contexte où notre attention est bien concernée, aussi bien donc par le centre avec la vidéo que par ce qui est périphérique, c'est-à-dire la couleur de ces colonnes. Bien sûr, intuitivement, on sait que lorsque c'est vert, c'est qu'on est dans la bonne activité. Et vous avez sans doute vu justement des artefacts qui se sont manifestés dans les petites lumières rouges au-dessus de la lumière verte, qui signifient bien sûr soit des activités des muscles de mes yeux ou des muscles de la mâchoire. Voilà, c'est tout simplement comme cela que fonctionne une séance de neurofeedback. Vous voyez, il n'y a rien de magique, on n'est pas dans l'intelligence artificielle et dans la puissance absolue d'une machine qui serait capable de reprogrammer le cerveau simplement en mettant des capteurs sur la tête et en répondant à un logiciel dont on ne saurait pas ni la nature ni de ce qu'il fait. On est véritablement devant un travail où c'est le sujet lui-même qui va pouvoir transformer son activité cérébrale au fil des séances. Et ça, c'est vraiment toute sa valeur parce que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui vient changer son activité cérébrale. Bien sûr, ça va se faire grâce à cet côté génial du feedback et surtout donc dans ce cas du neurofeedback parce que il serait bien impossible de pouvoir se rendre compte de notre activité cérébrale sans qu'on ait ce retour d'information grâce à cette technique. Mais en toute évidence, si on veut vraiment qu'il y ait une transformation durable chez un individu, ça ne peut pas se faire sans un phénomène d'apprentissage. Et notre cerveau, c'est une formidable machine à apprendre depuis le premier moment de notre naissance, et même dans la vie intra-utérine d'ailleurs, jusqu'à notre dernier moment. Voilà, je vous remercie. Et bien maintenant, on va repasser de l'autre côté pour la suite. Alors, écoutez, nous revoici. Vous venez de voir donc l'évaluation que Joël vient de bien partager avec vous, commenter, vous expliquer. Et bien sûr, à quoi ça peut ressembler une séance d'entraînement en neurofeedback telle que est enseignée à l'Institut Neurosciences. Alors merci Joël pour tout ce partage. Vraiment, je pense que les gens qui nous suivent depuis une semaine vont se régaler avec toutes ces connaissances que nous avons partagées. Et ils vont en savoir un peu plus. Voilà, ils vont en savoir un peu plus. En tout cas, du moins, on le souhaite vraiment. Alors, aujourd'hui, c'est la 4e vidéo. Donc, on a dit c'était 4 vidéos cette semaine. Mais nous vous réservons une petite surprise cette semaine. Alors, qui va faire suite? On va l'appeler la vidéo bonus. Alors, et cette vidéo bonus va vraiment venir, comme on dit au Québec, mettre la cerise sur le sundae. Alors, on va vous partager quelque chose qui est indispensable dans l'entraînement en neurofeedback, qui est incontournable, donc incontournable et indispensable. Et bien sûr, donc on va vous partager, on va tout vous révéler et c'est ce qu'on appelle la vidéo bonus. Et bien sûr, nous vous invitons, si dans cette vidéo que vous venez d'écouter, vous trouvez qu'il y a eu beaucoup de valeur et que cette vidéo peut être intéressante pour des amis, que vous connaissez, des professionnels, encore une fois, de la santé, de l'éducation, de l'accompagnement, qui seraient intéressés à introduire, en savoir davantage sur le neurofeedback. Et bien sûr, vous savez, donc comme on forme des personnes avec cette expertise, si
vous voyez que quand on a présenté là, dans la vidéo précédente, lorsqu'on a présenté les applications, et si vous pensez que certaines applications, vous dites, ah, le neurofeedback serait peut-être intéressant ou intéressante pour ce que je vis en ce moment, alors n'hésitez pas à nous écrire. Nous avons différents thérapeutes à peu près partout, hein, qu'on dirait à l'heure actuelle dans le monde. Hein. On a des gens, écoutez, qui sont au Maroc, nous avons des gens à Tahiti, nous avons des gens à l'île de la Réunion, nous avons des gens bien sûr en France, au Québec. Donc, bien sûr, des pays francophones, hein, donc la formation est en francophonie, dans le milieu de la francophonie. Alors, n'hésitez pas, hein, si vous pensez que le neurofeedback pourrait être quelque chose d'intéressant, alors écrivez-nous et ça nous fera plaisir de vous référer à une personne qui a suivi le parcours de la formation de l'Institut Neurosciences. Alors, d'ici là, nous vous souhaitons une très très belle fin de journée. Donc, Joël et Brenda se joignent à moi, bien sûr. Et nous vous disons à très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors, bonne fin de journée les amis. À bientôt.